Let's go avec 11 minutes de retard. Putain. Nous nous excusons, c'est scandaleux. 11 minutes de retard, c'est comme la version 0.11. Il y a le chiffre 11 qui revient. Donc, euh, donc c'est peut-être un signe. Peut-être un signe que voilà, ça arrivera avec peut-être un peu de retard, mais que ça arrivera comme ce stream aujourd'hui en compagnie d'Abdel et Sylve. Sylve, Governance Facilitator à la Starknet Foundation, et Abdel, qui est à la tête du pôle de l'exploration et d'ingénierie chez Starkware, la compagnie, à bien distinguer de la fondation Starknet. Ce que je vous propose, c'est peut-être de vous présenter, même si on vous connaît sûrement sur la chaîne, vous êtes déjà venu à quelques reprises, en attendant que les gens reçoivent la notification de Twitch leur indiquant que le stream a bel et bien démarré. Voilà, donc Abdel, Sylve, vas-y Sylve, commence. T'es le moins commun sur la chaîne. Ok, je suis un Pokémon rare. Ravi d'être là, merci beaucoup d'organiser ça, Sam. Ravi de te voir ici, Abdel. Je m'appelle Sylve, je suis le cofondateur de Brick. On est l'un des premiers projets de NFT sur Starknet. Ça marche un petit peu comme des Lego, comme celui que j'ai derrière moi. Vous pouvez créer des NFT foncièrement composables à partir de ça. Et j'ai une deuxième casquette, parce que j'ai une tête à chapeau. Et cette deuxième casquette, c'est un governance facilitator, c'est-à-dire que je travaille avec la Fondation Starknet sur tous les sujets de gouvernance. Et particulièrement, le sujet sur lequel je travaille en ce moment, c'est la mise à jour de Starknet à sa prochaine upgrade, qui est la première fois que la communauté vote pour une mise à jour du protocole. C'est d'ailleurs pour ça que je suis scandaleusement en retard à cet appel. Pardonné. Abdel, tu le pardonnes? Ouais, je l'ai pardonné. Il avait une bonne raison. C'est pour le bien du protocole. On l'excuse. Ouais. Moi, du coup, c'est Abdel. Je suis un peu plus habitué de la chaîne. Je pense que Samy commence à en avoir marre de moi. Donc, ouais, moi, j'ai travaillé en tant qu'Ethereum Core développeur pendant quelques années, notamment sur le IP 1559. Et du coup, là, j'ai rejoint Starkware et je m'occupe de la team exploration, qui est une sorte un petit peu de labo de recherche où on va explorer un petit peu des choses, essayer de toucher les frontières de notre technologie et surtout travailler main dans la main avec la communauté. C'est vraiment un critère qui est super important. Tous nos projets sont open source day one, dès le début, dès leur inception. Et on travaille main dans la main avec des builders de la communauté. On attire aussi des nouveaux développeurs. On les onboard, on les aide à monter en compétence sur la stack de l'écosystème. Très bien. Alors, ce que je vous propose, c'est peut-être d'introduire cette gouvernance. On voit de plus en plus de roll-up lancer leurs jetons ou un outil de vote pour déterminer quels vont être les prochains déploiements sur leurs écosystèmes, les prochaines mises à jour qui vont altérer le protocole, etc. Ça a été le cas d'Optimism l'année dernière. On a aussi eu Arbitrum très récemment avec Starknet qui a lancé son outil de vote. Je ne sais pas si on peut vraiment parler de jetons, mais c'est quand même une unité de vote que l'on peut transférer à différentes adresses sur le réseau Ethereum, si je ne me trompe pas. Enfin, c'est pas important. Est-ce que, Sylve, tu pourrais nous expliquer, nous donner les grandes lignes de cette gouvernance? Quel est l'état de cette gouvernance actuellement? Vers quoi va-t-elle évoluer? Quel a été le process peut-être d'élection des délégués qui votent pour les différentes propositions, et comment peut-être s'impliquer même dans cette gouvernance dans le futur, etc. Définir en gros les grands points de cette gouvernance pour Starknet. Très clair. Je vais te faire une réponse de politicien. Je ne vais pas y répondre d'abord. Je vais contextualiser ce que tu viens de me demander. Oui. Quand on parle de gouvernance d'un réseau, en fait, tu peux le séparer en deux aspects. Tu as la partie en fait de la gouvernance du point de vue du protocole, c'est-à-dire du consensus. C'est on va dire comme ça que fonctionnent les blockchains, c'est-à-dire que tu as plein d'ordinateurs en même temps qui doivent se mettre d'accord selon les mêmes règles et qui finalement votent. Ils sont un peu dans un même processus. Donc, Proof of Stake est un mécanisme de consensus, par exemple. Et donc là, sur Starknet et en fait sur les Layer 2 à l'heure actuelle, tu n'en as aucune qui a vraiment mis en place, on va dire, de consensus décentralisé. Sur Starknet à l'heure actuelle, on a un séquenceur qui est centralisé, le séquenceur qui est celui qui gère toutes les transactions, qui les ordonne et qui les donne au prouveur pour que ça parte en L1. À l'heure actuelle, il n'y en a qu'un seul.
on considère que, voilà, que le réseau sera plus décentralisé, quand n'importe qui sera capable d'y participer. Mais donc, ça ressemble un petit peu à de la gouvernance ou de la démocratie. Donc ça, c'est la première partie. Il y a tout un travail qui est fait donc, par les équipes du Starkware, par Abdel aussi, pour amener ça. Mais la deuxième facette de la gouvernance d'un réseau, c'est l'algorithme de consensus, mais également tout ce qui a trait aux décisions vis-à-vis de cet algorithme-là. Parce qu'une fois que tu as mis en place c'est un peu c'est pour ça que tu as la Constitution et tu as aussi des méthodes pour changer la Constitution. Et c'est là que la gouvernance, telle qu'on l'entend, telle que je travaille dessus, entre en jeu. L'objectif, c'est de définir les règles, en fait, de discussion et de consensus, mais du point de vue des humains et des agents du réseau, des utilisateurs, pour décider de ce qui va se passer. Donc, ça peut avoir attrait aussi bien à des changements du protocole qu'à des changements comme la structure de gouvernance pour d'autres aspects, par exemple Optimism, à des rounds de grants, par exemple. Donc voilà, ça peut avoir différents aspects. Comment est-ce que la gouvernance fonctionne sur StarkNet à l'heure actuelle? Donc comme tu l'as mentionné, le token StarkNet est locké et il n'est pas distribué encore à l'heure actuelle. Ce qui fait que c'est plus compliqué de faire en sorte que tout le monde soit impliqué dans la gouvernance de ce réseau. C'est pour ça qu'on est dans ce qu'on appelle la première phase de la gouvernance de StarkNet, pendant laquelle voilà, ce token n'est pas amplement distribué. Donc, durant cette première phase, le voting power ressemble à la chose suivante. Un tiers du voting power, ce sont les investisseurs de Starkware, qui sont pas forcément des gens qui savent exactement ce qui se passe sur le réseau. Certains sont très techniques, d'autres non. C'est pourquoi il y a un mécanisme de délégation. C'est-à-dire que des gens peuvent se proposer pour être délégués sur StarkNet et les token holders peuvent leur déléguer leur vote, un peu comme un parlement. Donc à tout moment, ils peuvent enlever la délégation et redéléguer à quelqu'un d'autre. Donc voilà, tu as un tiers qui est les investisseurs, un tiers qui sont ce qu'on appelle les core contributors ou les development partners, c'est-à-dire toutes les entreprises et tous les groupes qui ont contribué à la création de StarkNet et à son maintien. Donc ce n'est pas Starkware. Starkware ne vote pas pendant la première phase de gouvernance pour s'assurer que tu n'aies pas de problème de l'agent ou de conflit d'intérêt. Et le dernier tiers qui reste, en fait, tu en as 23%, c'est ce qu'on appelle le Builder Council. C'est un comité de builders qui a été choisi par la fondation pour, on va dire, service rendu à la nation. Donc je suis en charge d'être le facilitateur de ce conseil. Donc c'est pour ça que je suis en retard parce qu'on vient de faire notre call pour la décision vis-à-vis de la mise à jour du network. Donc on vote en bloc, c'est-à-dire qu'on a 23% du voting power, mais on prend une décision et on vote tous ensemble. Et les 10% qui restent, ce sont des délégués qui se sont proposés sur le Community Forum et qui ont été choisis par la fondation. Donc là, on en a 95, si je dis pas de bêtises. Voilà, c'était un long rambling, mais ça te donne un peu une idée d'où on en est à l'heure actuelle. Donc pour récap, au niveau protocolaire pur et dur, l'infrastructure de StarkNet n'est pas encore réellement décentralisée. Les séquenceurs ne sont pas décentralisés. Idem pour les prouveurs. Bon, certains diront que ce n'est pas grave parce que la preuve de validité est vérifiée sur le mainnet, donc ça passe. Mais en théorie, StarkNet peut toujours arrêter le séquenceur si le cœur lui en dit. Voilà. Et donc, les efforts menés par Abdel et d'autres membres de l'équipe de Starkware et d'autres dev shops partout dans le monde consistent à faire en sorte que cette décentralisation des séquenceurs, des différents éléments de l'infrastructure de StarkNet se fasse le plus rapidement possible. Et en parallèle, il y a cette couche sociale, ce système de vote qui va permettre de déterminer si on ajuste tel ou tel paramètre sur le système existant, si on déploie telle mise à jour pour changer le consensus, si on décentralise les séquenceurs. Donc chaque pas vers l'avant pour la technologie qui anime StarkNet va pouvoir être accepté ou rejeté par la gouvernance qui est actuellement mise en place. Exactement. Très bien résumé. Je crois qu'ils embauchent à la fondation, si tu cherches. Pour préciser sur ce dont on peut voter, la première phase de gouvernance, l'objectif, c'est de créer une base de gouvernance. Donc on ne peut pas, tous les sujets en fait ne sont pas sujets au vote. À l'heure actuelle, les seuls sujets sur lesquels la communauté vote, ce sont les mises à jour du protocole en mainnet. Donc là, on a justement notre premier vote qui est en cours. Lundi, le testnet de StarkNet a été mis à jour avec la version Alpha V011 et on a une semaine
pour voter sur l'upgrade de cette version dans le mainnet. Et à l'heure actuelle, c'est le cadre qui est donné pour la gouvernance. Donc, les token holders et les délégués peuvent voter sur ces sujets spécifiquement. Ouais. Pour donner un peu plus de références ou d'éléments de comparaison, vu qu'on fait aussi des streams dédiés au hub de Cosmos, c'est presque la même chose. Vous avez ces propositions sur lesquelles vous avez 2 semaines pour voter. Et si jamais il y a un certain quorum qui est atteint et la majorité qui vote, par exemple, sur la modification du client de tous les validateurs ou autres, eh bien, le lendemain, il faudra, à 3 heures du mat, télécharger le nouveau binary et mettre à jour la blockchain et faire en sorte que celle-ci soit en mesure d'offrir de nouveaux services. Donc, on vote sur des modifications du protocole, on laisse une certaine période pour voter, les gens s'expriment, râlent, votent oui, votent non, etc. Et puis voilà. Et avant de proposer certaines mises à jour ou autres, pour la plupart des systèmes distribués, des blockchains, des roll-ups, etc., vous avez souvent une proposition sur un forum pour prendre la température des différents stakeholders, membres du réseau, avant de poster la chose, surtout quand on demande de l'argent. Donc, vous aurez toujours un forum qui a souvent la même allure, sur lequel vous pouvez voir les propositions avant qu'elles arrivent à l'état de vote et voilà, exprimer votre soutien à cette proposition-là ou la rejeter ou voilà, présenter les éléments que vous ne souhaiteriez pas voir dessus, etc., etc. Et donc, c'est une structure que vous retrouverez pour pas mal de choses. Donc, si vous voulez être toujours à jour sur ce qui se passe dans la gouvernance de Starknet, voire même vous impliquer dans cette dernière ou proposer quelque chose, ce qui se passe en ce moment sur le forum de Starknet, tout est possible. Vous pouvez avoir toutes les informations ici. Il y a différents onglets, dans l'onglet gouvernance. Et ici, vous pouvez candidater pour devenir peut-être le délégué de demain ou pour dire que voilà, telle proposition ne vous convient pas ou vous convient. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas encore ces fameuses unités de vote, que votre voix n'est pas considérée. Vous pouvez toujours avoir un certain degré d'influence sur la vie du protocole, sur ce qui se passe dans le forum. Et c'est tout à fait gratuit d'aller dessus, d'aller là-bas. Et il y a pas mal de choses intéressantes qui s'y passent. Et donc, cette recette-là, vous pouvez l'appliquer à toutes sortes de protocoles. Vous avez toujours un forum sur lequel vous avez les signalements qui se font avant de lancer une propale de gouvernance. Là, c'est Cosmos, Neutron, par exemple. C'est toujours la même template, c'est toujours la même formule. Et vous aurez toujours un peu d'alpha ou de bêta sur ce genre de plateforme. Donc voilà un peu où on en est. Moi, ce que je propose, à moins que vous ayez quelque chose à ajouter, vous êtes les bienvenus, c'est de tout simplement présenter cette mise à jour, les points clés de cette mise à jour, la V011 de Starknet, donc, qui se lance. Je vais juste rajouter un petit point avant et après je vais laisser Sylvie expliquer. Il y a une question qui est intéressante. Qui gère le site, qui peut shutdown le site internet, on tourne en rond. La seule théorie des jeux valide ne serait pas celle de notre bon vieux tonton immaculé. Écoute, même sur Bitcoin, il y a ce consensus social. Faut pas rêver. Bitcoin n'est pas différent. On a le même mécanisme avec les B et T. En fait, là, ce que vient de présenter Samy, on prend la température. Effectivement, là, il nous manque le niveau intermédiaire qui va être les SNP, donc c'est les Starknet Improvement Proposal. Mais c'est ça le process, c'est que voilà, on prend la température parce que pour voir si une idée n'a pas déjà été proposée, n'a pas été rejetée pour X raisons, etc. Ensuite, on écrit un SNP et ensuite voilà, on va discuter, etc. Donc j'imagine, ça va être à discuter, mais qu'à terme les votes, on va dire, on va voter pour inclure tel ou tel SNP dans un upgrade, etc. Mais dans tous les Enfin, tu peux pas dissocier la partie consensus social de la partie décentralisation du réseau en lui-même et Bitcoin inclus. Bitcoin aussi, c'est pareil. Le consensus social est extrêmement important. On peut argumenter pour dire peut-être qu'il est plus fort et que le fait qu'il soit plus réfractaire au changement est une protection additionnelle, mais dans tous les cas, il y a une forme de consensus social dans tous les cas. Voilà, je tenais juste à préciser ça. Il faut bien des éléments sur lesquels on puisse discuter ensemble, même si c'est un site internet qui est centralisé. L'alternative, c'est il y a aussi GitHub, etc., dans lequel chacun peut aussi avoir le code en local des différents proposals, etc., si jamais il y a un problème. On n'a pas encore de solution satisfaisante à ce niveau-là, mais tous les protocoles sont logés à la même enseigne à ce niveau. Très bien. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans la V011 ? En fait, je vous propose de... Ah, t'as le... Tu peux partager ton écran si tu veux. Justement, c'était ça que j'allais mettre. Donc, alors, c'est parfaitement trouvé. Pour contextualiser ce que et Abdel, à tout moment, jump in, je ne suis qu'un humble non développeur, donc
Il y a peut-être des trucs que je vais rater. Le contexte de V0.11, c'est de Cairo jusqu'à maintenant est dans une version, c'est du 0, je sais plus quelle version, et on va passer vers Cairo 1.0. Cairo 1.0, c'est une grosse mise à jour du langage de programmation de Starknet qui est Cairo, pour qu'il ressemble beaucoup plus à Rust et qu'il soit beaucoup plus facile à utiliser, en plus d'introduire de nouvelles fonctionnalités. Donc, je ne pense pas que ce soit Cairo qui introduise Sierra. Abdel, c'est la mise à jour V0.11 qui introduit ça, c'est ça? Ouais. Donc V0.11, c'est la première upgrade mainnet où on va être capable de déployer des contrats Cairo en 1.0. Pour s'assurer que ça ne casse pas tout, on fait en sorte que les contrats qui sont écrits dans une version antérieure à 1.0 soient encore compatibles et puissent encore fonctionner. C'est ce qu'on appelle la phase de transition. Donc pendant les prochains mois, on va avoir des contrats 0, 0, 0, enfin, sub 1.0 et des contrats 1.0 qui vont coexister en même temps sur Starknet. L'idée, c'est d'avoir une mise à jour progressive de tous les contrats. Sur Brick, par exemple, on travaille déjà sur la mise à jour de nos contrats en Cairo 1.0, qu'on va migrer donc de la version actuelle, qui sera par la suite dépréciée. Donc on aura c'est ce qu'on appelle voilà, le regenesis moment, c'est le moment où, voilà, où les contrats qui ne sont pas en Cairo 1.0 ne seront plus gérés. Ça nous permet en fait de purger un petit peu le network de Cairo et enfin Starknet est en mainnet depuis quand même un bon moment et il y a eu beaucoup de mises à jour du réseau et des outils. Donc on veut s'assurer qu'on commence sur une base. D'ailleurs, excuse-moi de te couper, Sylve, mais tu peux peut-être expliquer à quel point tu as malmené Starknet à ses balbutiements quand il apprenait à peine à marcher, que vous lui mettez des coups de pelle sur la tête. Tu peux en parler peut-être de ça, si ça peut être intéressant. Exactement. Donc avant d'être Governance Facilitator, j'étais Chief of grande claque dans ta gueule sur Starknet. On a été le premier protocole à déployer sur le mainnet de Starknet le 20 décembre 2021. Donc autant vous dire que c'est à peu près le même moment que les dinosaures. On avait tout bien vérifié, tout fonctionnait très bien sur le testnet. On s'est dit voilà, on va vraiment être les premiers à partir. Et à ce moment-là, les frais de transaction étaient payés par Starkware, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de endpoint estimate fees. Vous faisiez une transaction, c'était gratos. Donc on a lancé nos contrats, on a commencé à voir beaucoup de gens l'utiliser. Et gardez en tête que c'était vraiment peut-être 5 semaines après que ArgentX, le premier wallet Starknet, soit vraiment utilisable et déployé. Et donc ça commence à partir, ça commence à fonctionner. On dit putain, il y a vraiment l'utilisation. Et on s'était dit, on n'a pas beaucoup optimisé les contrats, mais bon, c'est pas vraiment un problème. Et là, on reçoit un petit message Telegram beaucoup trop tard dans la nuit pour que ce soit une bonne nouvelle de la part de l'équipe Starkware. Ils disent c'est vraiment génial. Il y a beaucoup d'utilisation du réseau. Vraiment, merci beaucoup de tester ça. Par contre, vous nous coûtez 20 000 balles par jour. Donc, va vraiment falloir qu'on trouve vite une solution à ça. Donc, on n'a pas vraiment cassé le réseau, mais on était sur le point de faire un gros trou dans le balance sheet de Starkware. Donc, c'est pour ça que c'est assez. D'où la série A. La série A a suivi peu de temps après. Voilà. C'est la seule raison. Ouais. Ce serait pas mal, parce que là, vous avez mentionné deux termes, dont Sierra. Ce serait pas mal de définir comment on dit en anglais, le layman's term. Pourquoi ça s'appelle Cairo? Qu'est-ce qu'un R et qu'est-ce que Sierra? Ou c'est peut-être trop essayer de juste définir les implications, les changements de cette nouvelle version. Qu'est-ce que ça va apporter à la vie des développeurs pour faire plus simple et plus Ce serait très drôle que tu organises un question pour un champion Starknet des builders sur qu'est-ce que c'est qu'un R, qu'est-ce que c'est que ce soit. Ce serait vraiment marrant. Donc, ça, à organiser peut-être à Starknet CC ou avant dans ce serait assez fou. Ce serait vraiment assez drôle. Ouais. Donc, c'est une couche intermédiaire qu'il y a entre l'operating system Starknet, la Cairo VM, pardon, et Cairo lui-même. Le petit souci qu'on a en fait avec les programmes en Cairo, c'est que c'est difficile de prouver s'ils ne fonctionnent pas. Donc si on ne peut pas prouver qu'ils ne fonctionnent pas, c'est difficile de savoir si on peut les inclure ou non dans le réseau. Ça ouvre la porte en fait possiblement à des attaques qui pourraient mettre le réseau un petit peu à genoux. Donc la façon de régler ce problème-ci, c'est d'introduire justement cette couche de vérification qui s'appelle donc Sierra pour
Safe, Intermediate, Representation, j'ai oublié le E au milieu. C'est quoi, Abdel? Execution. Je sais plus. Ah oui, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Execution. Ouais. Exactement, ouais, c'est une représentation intermédiaire qui va, en fait, in fine, ce qui va se passer, c'est que vous allez écrire en Cairo 1. Ensuite, ça va être compilé en Sierra, qui est la représentation intermédiaire, et c'est ça que vous allez envoyer au séquenceur. Et le séquenceur va le compiler en KASM. Donc KASM, c'est du Cairo Assembly. En fait, avant, dans la version Cairo 0, vous envoyez directement le Cairo Assembly au séquenceur, mais comme vient de l'expliquer Sylve, le séquenceur ne pouvait pas être garanti de prouver une transaction. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il ne peut pas garantir qu'il va être payé pour son travail. Donc, c'est un énorme problème de déni de service, évidemment, sur un réseau. Donc, en fait, le Sierra, ça va permettre de faire en sorte que le séquenceur, il sait, OK, ça, c'est un programme Sierra. Je vais avoir la garantie que je vais pouvoir le compiler en safe KASM. Un safe KASM, c'est un subset de KASM, donc un subset du Cairo Assembly, qui est toujours prouvable. Donc, par exemple, des changements simples, c'est-à-dire que si vous faites une assertion, du coup, ça va être transformé en une condition si oui ou sinon, ce qui fait que ça va toujours être prouvable. Donc, c'est ça le rôle de Sierra. Donc, c'est très important pour des propriétés de décentralisation du réseau, s'assurer que le séquenceur va être rémunéré pour son travail. Et il y a aussi des changements sur la syntaxe du langage qui font en sorte que l'apprentissage et l'usage de ce dernier se rapprochent plus de langages communs comme Rust, dont certains parmi vous connaissent peut-être, voilà, ont peut-être déjà manipulé, j'en sais rien. Donc, on a quelque chose de peut-être plus facile à manipuler ou si je ne me trompe pas, c'est ça. Les premiers retours sont grandiloquents. Mais bon, ça vient aussi de personnes qui ont commencé Cairo assez tôt. Donc, effectivement, c'est forcément mieux. Tu te rappelles du même à l'époque, c'était Cairo Israël. Ouais, voilà, exactement. Et ça apprenait en comparaison les développeurs dans Ethereum qui disaient Solidity c'est mieux, non Viper c'est mieux, et dans l'écosystème Starknet c'est Cairo Israël et l'autre Cairo Israël. En fait, tout le monde était d'accord que c'était très drôle. Et du coup, c'est vrai qu'on les a martyrisés d'abord et maintenant, du coup, ils apprécient la saveur de Cairo One. C'est ça. Pourri, voilà. Le CEO de Starkware a l'habitude de dire que sur Starknet, c'est un petit peu comme si tu avais un signe comme pour les montagnes russes qui dit voilà, faut que tu fasses cette taille pour commencer pour rentrer. Et ouais, Cairo 0, vu que la syntaxe n'était pas forcément très aisée, ça aidait pas non plus. Donc là, le Cairo 1.0, en vrai, je sais pas ce que tu en penses, Yves, toi, en tant que builder, mais moi, sincèrement, je pense que ça a contribué au niveau de qualité de l'écosystème. Parce que si finalement, ça agit comme une espèce de filtre. Parce qu'il n'y avait pas d'intérêt pour les gens à venir faire un vulgaire copier-coller d'un autre projet EVM d'une autre chaîne. Donc, ça a filtré, c'était un filtre naturel. Parce que les gens qui sont venus, ils voulaient vraiment builder quelque chose qui a du sens. Je sais pas ce que tu en penses, mais... Non, c'est vraiment le cas. Ça a vraiment aidé en termes la blague qu'il y avait sur les early days du groupe Telegram, c'était tous les 3 jours, c'était pas one token, c'était ah tiens, j'ai créé une librairie. Ou ah, ce serait marrant si on avait ça. Et dans les 72 heures qui suivent, ah bah tiens, j'ai fait un petit truc sur le côté. Ça a été très rapide, très organique parce qu'effectivement, il y a vraiment eu un filtre qui a été fait sur je suis à l'aise avec le fait d'apprendre un nouveau langage parce que j'ai envie de faire des choses vraiment différentes. J'ai pas juste envie d'avoir Ethereum en plus rapide. C'est vraiment essayer de faire des choses beaucoup plus, je dirais vraiment différentes. Pas nécessairement mieux, mais pouvoir essayer de faire des choses. C'est bien pour ça, par exemple, parmi les premières choses qui ont été développées en Cairo, il y avait les simulations physiques de Guilty Gyoza. La première fois que j'ai lu ça, j'ai fait, mais on peut faire ça sur la blockchain, c'est jouable? Et donc, oui, Guilty Gyoza, le grand pape des premiers jours de Cairo, a fait des simulations physiques et son problème des 3 corps en Cairo. Comme quoi, c'est possible. Donc, en gros, pour faire plus simple, le coût pour déployer, pour faire un rug pull ou pour arnaquer les gens sur Starknet est plus élevé que sur un système EVM compatible parce que vous pouvez prendre une template OpenZeppelin ou un contrat déjà existant sur la BSC et le déployer directement sur une autre ZK EVM. Alors attention, ça ne veut pas dire que le système est EVM compatible, qu'il est bourré de scam ou autre, mais c'est juste qu'en règle générale,
parce qu'il y a cette contrainte qui est d'apprendre un nouveau langage qui n'est pas des plus faciles à manipuler, on a un profil de développeur en moyenne. On a des gens qui sont un peu plus intéressés par la tech parce que s'ils avaient voulu choisir la voie rapide pour déployer un projet, on va dire de type cash grab ou autre, par défaut, ils seraient plutôt partis vers quelque chose voilà, plus de template, mieux documenté, plus familier, avec plus de, bref. Et donc, Kairo a un peu fait office de filtre, ce qui a eu un impact sur la composition de la communauté aujourd'hui. Cependant, il y a un agenda sur Starknet pour étendre la compatibilité de ce rollup. Aujourd'hui, sur Starknet, on ne peut déployer que du code en Cairo. Il y a bien sûr des initiatives comme le transpiler Warp de Nethermind qui permet, dans une certaine mesure, de faire passer du code Solidity et de target la VM de Starknet et avoir un certain degré de compatibilité. Mais c'est bon, il y a encore sûrement pas mal de choses à améliorer avant que ce soit en production ou digne d'être utilisé par des grands protocoles, j'ai l'impression. Et il y a quelque chose qui s'appelle Kakarot, qui est une ZK-EVM, un terme que vous avez entendu à de maintes reprises, construite au-dessus de Starknet. Alors ça pourrait être un L3, tout comme ça pourrait être un smart contract, on ne sait pas. Mais le but de ce projet, c'est de supporter le code en Solidity, Viper, UF sur le rollup qu'est Starknet. Aujourd'hui, sur les différents rollups à base de Validity Proof, la plupart sont tous en fait des EK-EVM, à l'exception d'Aztec, si je ne me trompe pas. Donc, vous avez des Maiden n'est pas une ZK-VM. Oui, c'est AirScript, mais c'est pas en production. Ça marche pas. Donc, ouais. Tu parles dans les choses qui marchent. Ok, d'accord. Ouais. Okay. Sinon, Starknet, il est aussi. Ça réduit pas mal, du coup. Ouais. Donc aujourd'hui, on a des ZK-VM qui sont live, mais pas vraiment live. C'est Schrödinger live, en gros. Mais qui sont live. Donc, on a par exemple ZK-Sync, on a Polygon, qui sont aussi des solutions que je vous invite à explorer. De toute façon, il faut toujours comparer ce qu'il y a pour se faire un avis sur l'expérience utilisateur, la qualité des projets disponibles ou autres. Et donc, le but de Starknet, c'est de ne pas prescrire l'apprentissage de Cairo non plus, mais d'étendre sa compatibilité à terme. En tout cas, le focus de cette mise à jour de Cairo 0.11 ou 0.12 à Cairo 1.0, c'est de répondre aux plaintes des développeurs quant à l'expérience avec ce langage et faire en sorte que l'expérience de développement sur Cairo soit désormais bien meilleure. Ça a vraiment été l'objet au centre de cette mise à jour. Et donc, peut-être que les efforts prochains et les prochaines propositions de gouvernance consisteront aussi à déployer d'autres mises à jour qui rendront soit l'expérience utilisateur meilleure, soit l'expérience du développeur meilleure. En tout cas, ça semble être le focus de Starknet aujourd'hui, avant par exemple, de peut-être faire des distributions de jetons ou des choses comme ça. Est-ce que vous êtes d'accord là-dessus ou vous pensez que c'est pas exact? J'ai l'impression que par rapport aux EK-EVM, Starknet aujourd'hui se concentre plutôt sur avoir une infrastructure de base qui est plutôt stable, prête pour l'adoption de masse, le next 1 billion users que l'on entend un peu trop souvent, et les autres les EK-EVM par exemple, sont plutôt dans une sorte de projet Manhattan pour lancer la première EVM et avoir peut-être bénéficié d'effets de réseau supérieurs. Alors c'est une stratégie qui se respecte totalement, mais c'est peut-être le winning move, comme on dirait en anglais. Mais je serais curieux d'avoir vos avis et d'avoir, bien entendu, votre ressenti sur la stratégie Starknet aujourd'hui. Vers quoi est-ce que va le protocole? Que tente de faire le protocole aujourd'hui? Moi, je dirais a priori que un gros critère différenciant, c'est que Starkware, en fait, il y a une entreprise et un business qui tourne et qui est déjà en place bien avant la création de Starknet. Et ça change considérablement la donne. Parce qu'en fait, Starkware n'avait pas besoin de lancer ce token jusqu'à présent. Le lancement du token, il va servir pour les bonnes raisons. C'est ça qui est intéressant. Il va servir vraiment pour la décentralisation du réseau, la gouvernance, les fees, etc. Là où vous avez des projets, que en fait leur token, c'est leur business. Et par exemple, vous allez jamais voir chez Starkware ce qui est arrivé chez Polygon, à virer 20% du staff, des choses comme ça, alors qu'ils se braquent d'avoir fait une levée de 200 millions. Ça, c'est des choses que moi j'avais vu, des travers du Web3 que j'avais vu beaucoup, par exemple chez Consensus, qui recrutait très agressivement durant les phases de bull run.
et qui après ne pouvaient pas assumer et qui viraient littéralement des centaines de personnes. Moi, finalement, en ayant un petit peu observé, etc., et maintenant que je suis en interne, je pense que ça a été vraiment une des grosses clés du succès de Starkware, c'est d'avoir fait les choses dans l'ordre. Dès le début, donc avoir inventé les Stark et ensuite avoir fait quelque chose de fonctionnel en production avec StarkX. On ne le dit pas assez souvent, mais StarkX est en production depuis plus de 2 ans. Ça a sécurisé en volume cumulé pratiquement, on approche le trillion. C'est-à-dire 900, on est à peu près à 900 milliards de volume de dollars de volume cumulé qui a été sécurisé par StarkX, des millions et des millions de mints de NFT. Donc il faut bien le rappeler, c'est une solution qui est battle testée en production. Et les primitifs de StarkX sont les mêmes primitifs que Starknet. Donc la promesse de Starknet, c'est aussi de se reposer sur quelque chose qui marche. C'est pas des promesses en l'air de dire ouais on a la première ZKVM, etc. Non, c'est un système qui est live en production, qui a fait ses preuves. Donc ça, je pense que ça fait beaucoup la différence. Et je te laisse dire Sylve ton point de vue par rapport à ça, mais voilà mon point de vue. Je suis vraiment d'accord. En termes d'ethos, on va dire, je crois que c'est quelque chose que Vitalik avait dit, c'était Starkware is full of very sane cryptographers. Et cette notion de responsabilité, je trouve qu'elle elle est très vraie. C'est-à-dire que il y a un très haut degré d'intégrité de la part des gens, de la part des gens chez Starkware. Par exemple, une chose qui, moi, m'a beaucoup surpris au début et très agréablement surpris, c'était tout le processus de décentralisation. C'est-à-dire que Starknet est construit par Starkware, principalement aujourd'hui, et autour de, je crois que c'était en novembre, que la fondation Starknet a été annoncée, avec pour objectif vraiment de sortir Starknet de Starkware, avoir l'idée que Starkware fasse partie d'une constellation d'acteurs qui participent au réseau, mais qui ne soient pas les seuls à pouvoir le faire. Et pour travailler dans la fondation à l'heure actuelle, du point de vue de la gouvernance, pour avoir vu les premiers comités se former et les discussions avoir lieu, c'est quelque chose qui est effectivement mis en place. C'est-à-dire qu'il y a une vraie séparation de pouvoir entre la fondation et Starkware. Il y a forcément des choses qui doivent être découvertes et des processus qui doivent être mis en place, et parfois c'est pas forcément facile, parce que la façon la plus simple, ce serait de dire voilà, Starkware va le faire et tout ira très bien, mais ce serait un peu le chemin de la facilité, et ce n'est pas forcément tenable au long terme, ou en tout cas, voilà, c'est comme faire du vélo avec que des petites roulettes. Donc je suis vraiment d'accord avec ce qu'a dit Abdel, les approches sont particulièrement responsables et réfléchies. Ouais. Et je pense qu'on peut dire qu'il y a eu un exemple concret, ne serait-ce qu'aujourd'hui. D'ailleurs, je connais même pas le résultat de la discussion que vous avez eue entre builders. Et moi, ce qui m'a frappé, et ce que j'étais vraiment très content, c'est quand Tom vous a dit, Tom qui est un peu avant qu'il y ait la fondation, c'est lui qui a un petit peu chapeauté les versions de Starknet, qu'est-ce qui allait dans les upgrades, etc. Et il y a Sylve et les autres membres du conseil des builders qui ont émis certains doutes sur la version, etc. Et Tom a dit qu'on était extrêmement content à Starkware que vous preniez votre travail au sérieux et que vous nous dites quand il y a des choses qui vont pas selon vous, etc. Et donc c'est du concret, si vous voulez. C'est ça que j'aime bien, c'est que Starkware est vraiment dans une démarche de vraiment déléguer le pouvoir à la fondation, à la communauté, etc. Et c'est pas juste des mots. On le vit en action et ça impacte la roadmap même des ingénieurs en interne, etc. qui vont par exemple devoir faire du travail additionnel qu'ils n'avaient pas prévu de faire, etc. avec les retours de nos builders. Donc, si tu veux un petit peu en dire plus, mais en tout cas, moi, j'étais très content de voir ça. Ouais, non, moi, je rajouterais juste quelque chose. C'est vrai que c'est chiant, au bout d'un moment, on en parle tous les mois ou toutes les 6 semaines de Starknet, Starkware, Stark 6, Starknet CC, Stark machin. Et j'essaye d'étendre la couverture des différents écosystèmes à d'autres choses. On va peut-être explorer les optimistic roll-up la semaine prochaine ou autre. Mais en toute franchise, et je dis pas parce que développeur partnership ou quoi que ce soit où je suis délégué, si je passe un peu plus de temps sur cet écosystème, moi, la chose qui m'avait attiré sur Starkware et Starknet, c'est vraiment l'honnêteté intellectuelle des gens et la manière dont la méthode qui est suivie pour apporter chaque nouvelle fonctionnalité, chaque nouveau framework dans le protocole. Alors, c'est absolument pas parfait. Il y aura toujours des points sur lesquels on peut attaquer cette tentative de décentraliser la gouvernance, lancer la gouvernance de Starknet. Il y a sûrement des trucs flingués, mais je pense que c'est pareil pour la plupart des systèmes similaires qui ont été lancés sur les derniers mois. Mais il y a tout de même une sorte d'honnêteté, d'objectivité, de
de culture de l'excellence qu'on trouve que sur Starknet. Et en fait, il n'y aura peut-être pas de fonction linéaire entre comment va s'apprécier l'écosystème ou je ne sais quoi d'autre et la qualité intrinsèque du projet, aussi bien techniquement que socialement. Mais juste pour la beauté du geste, il mérite un live d'1 heure et demie. Voilà. Rien que pour le geste, sans vouloir le Voilà. Voilà. Mais ouais, désolé, j'ai pris la, je t'ai pris la parole, Sylve, je t'en prie. Ouais. Pas de souci, pas de souci. Donc, le Builder Council va rendre ses décisions publiques. On va en rendre un rapport qu'on va en publier sur le Community Forum. Donc voilà, il y a un post encre sur V011 qui a été publié. Attends, je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble à l'heure actuelle. Hop. Suis-je capable de présenter des choses? Ouais, bah, tu as un bouton au milieu de l'interface. Merveilleux. Ouais. Ah bah c'est parfait ça. Hop. Alors, vous voyez bien là? Voilà, donc ça c'est le vote à l'heure actuelle sur V011. On a déjà un très bon turnout de délégués, donc 68 sur 90-95, c'est quand même vraiment assez élevé. Et le post est ici sur le Community Forum. Hop, je vais le chercher. Flûte, c'est Proposal. Hop, je vais retrouver comme ça sera plus simple. Ah non, bah Flûte, on va se retrouver avec AirDrop Proposal, AirDrop Proposal. Voilà, Alpha V011. Donc, Devon travaille avec moi, c'est quelqu'un chez Netherman qui travaille avec moi sur les sujets de gouvernance. Donc, il a posté, c'est lui qui a ouvert le vote sur Snapshot. Et voilà, là, on peut voir des commentaires de la part de builders sur pourquoi est-ce qu'ils ont décidé de builder, de voter de telle ou telle façon. Donc, par exemple, on a un shout-out to Crema, qui est un développeur très talentueux que je connais, qui a décidé de voter contre l'upgrade pour des raisons de documentation, par exemple. Il considère que il manque quelques petits bouts, que c'est pas forcément très clair, et donc il est pas forcément à l'aise avec le fait de pouvoir tester ces choses. Donc ça, ce sont aussi des choses qui ont été levées pendant la session du Builder Council, principalement c'était une très bonne discussion parce qu'on a pu discuter en fait de à quoi on était prêt à s'engager, par exemple. Donc, sur les sujets de sécurité, par exemple, on a dit voilà, on n'a pas le temps de tester. Donc là, on décide de ne pas. Le vote qu'on rend ne parle pas de la sécurité de cet upgrade parce qu'on n'a pas on ne peut pas le faire, on ne se sent pas de s'engager là-dessus. Par contre, on va voter sur les fonctionnalités qui sont introduites et sur, on va dire, la stabilité et l'usabilité de cette mise à jour. Les avis étaient relativement divergents dessus. Donc le consensus est arrivé autour du fait que voilà, les features introduites sont vraiment bien, mais on a eu trop peu de temps pour voter. Ça pouvait être compliqué de trouver exactement la documentation, qu'est-ce qui fonctionnait, les exemples de code n'étaient pas forcément faciles à mettre en place. Donc voilà, ça c'est tous les feedbacks qu'on va. Voilà, donc je ne spoile pas le résultat du vote du Builder Council, mais on va donner vraiment un rapport complet sur le Community Forum qu'on partagera aussi avec Starkware pour vraiment améliorer le processus. Donc je suis très très content de ce premier vote du Builder Council. Et pour vous donner une idée de voilà qui est dedans. Donc le Builder Council, on est 17 et vous avez vraiment des builders qui viennent de tout horizon. Donc Julien d'Argent, Guilty Geza dont j'ai parlé, des gens de la DeFi, des community leaders plus locaux comme Toby Kitty par exemple, Chi qui est aussi un développeur chez Nethermind. Donc c'est vraiment des gens qui utilisent vraiment le réseau, qui ont buildé depuis longtemps. Donc j'étais vraiment très content de pouvoir discuter avec eux, que l'on puisse vraiment améliorer tous ces processus. Très bien. Très bien, très bien. Hop. Ce que je propose, un petit instant, c'est de voir s'il n'y a pas déjà quelques questions sur tous les éléments qui ont été introduits depuis le début du live sur la gouvernance. Il y a plus de questions sur un potentiel airdrop. J'ai regardé les questions. Je voulais y venir, le mot airdrop revient souvent. Alors, en fait, vu qu'il y a une gouvernance et qu'on peut proposer des choses ou autres, même si ce n'est pas ce qui a été suggéré via le papier Tech for Tokens et les différentes positions de Starkware historiquement à ce sujet-là, en vrai,
vous pouvez, dans un système ouvert ou sur un forum, soumettre une proposition pour distribuer des incentives, des jetons à telle ou telle initiative. Si vous venez avec des arguments qui rassemblent les personnes qui font cette gouvernance, qui votent dessus, en vrai, vous pouvez être instigé. Voilà, amener un airdrop pour tel ou tel profil d'utilisateur sur la plateforme ou tel type de développeur. En vrai, tout est possible. Tout est possible. Mais il faut pouvoir l'argumenter. C'est le jeu de la vie. Pardon? C'est un sketch de Las Palais et Chevalier, référence obscure. Ouais. Peut-on obtenir du STRK pour voter? Alors, le fameux jeton de vote, pour en avoir, il me semble, aujourd'hui, il faut être délégué ou il faut qu'un délégué vous délègue une partie de ses jetons pour que vous puissiez voter. Pour être délégué, il faut juste soumettre sa candidature dans un thread du forum sur lequel il y a 800 commentaires, 900 commentaires, vous ne pouvez pas le loper, qui s'appelle Delegate Thread. Vous devez juste expliquer qui vous êtes, votre background, quelles valeurs quels sont vos points de contact, quelles valeurs vous pensez apporter, par exemple, en prenant ce rôle-là ou autre. Et après, il y aura sûrement des rotations, comme des mandats où certains délégués partiront pour être remplacés par de nouvelles personnes, de personnes qui ne sont pas uniquement de l'écosystème Starknet, pour sortir un peu de cette echo chamber. Et il y aura sûrement des opportunités pour devenir délégué pour tout le monde. Donc bon, ça coûte rien de tenter sa chance si vous avez vraiment un intérêt à venir voter sur cet écosystème et avoir voter sur les différentes propositions qui sont soumises. Un airdrop pour la communauté qui teste. Alors, je ne peux pas répondre, je ne sais pas. Là, tout le monde est sur l'airdrop Arbitrum, donc c'est le mood ambiant. Ah bah, c'est sûr, c'est sûr. Il y en a une, il me semble. Samy, il y en a une. C'est-à-dire, j'ai plus la phrase que je disais au moment même, mais bon, c'est pas grave. Tu voulais partager quelque chose? Je vois qu'il y a il y a un nouveau truc à l'écran. Ouais, il y a différents comités qui travaillent à la fondation. Donc, moi, je travaille dans le comité de gouvernance, mais je sais que d'autres comités travaillent sur ces sujets de distribution de tokens. Récemment, par exemple, les Early Adopter Grants ont été ouvertes. C'est-à-dire que les gens qui ont déployé des contrats sur Starknet vont être éligibles à des rounds de grant, un petit peu comme du rétroactive funding sur Optimism. Ok. Il y a des choses. Il n'y a pas besoin d'être un pur tech pour devenir délégué. Il y a une question. Il n'y a pas besoin d'être un pur tech pour être délégué. J'en suis l'exemple. Absolument. On peut te retrouver ici d'ailleurs. On a un dashboard qui s'appelle delegate.starknet.io pour. Je crois que tu es ici. C'est quoi? C'est Samnote, toi? C'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Hop, te voilà ici. Donc là, tu peux voir un peu tout le pédigré de Sam. Pas grand-chose. J'ai modifié le profil, mais tout le monde peut devenir, je pense, délégué. Et je pense que dans le premier set de délégués qui a été proposé, il y avait une règle en gros, il fallait pas que tout le monde soit de la communauté Starknet. Il y a des gens qui étaient externes à la communauté qui ont été onboardés. Donc, vous pouvez être, si vous avez déjà de l'expérience en gouvernance sur Cosmos, Osmosis, et que vous avez appris certaines choses et que vous pouvez amener ce savoir sur Starknet, vous avez déjà. Tant que c'est pas sur Elrond, ouais. Ah, c'est gratuit. En tout cas, je suis obligé de le placer. Il fallait que j'en place un une fois. Voilà, allez, tac, c'est gratuit. Non, mais vous êtes les bienvenus, peu importe votre background. Si vous avez même, je sais pas, moi, un diplôme en sciences politiques et que la manière dont les gens font des choses, votent sur des choses, se mettent d'accord, c'est votre dada. Vous avez écrit une thèse dessus. Ça fait aussi de vous un candidat. Si vous êtes organisateur de meet-up dans la Creuse pour célébrer, j'en sais rien, moi, les drops de briques, tentez aussi. Vous voulez avoir votre mot à dire en fait, tout est possible. Donc, vous pouvez le tenter sur cette gouvernance, mais aussi sur plein. Complètement d'accord. Parmi certains de ces groupes, par exemple, vous avez des associations d'étudiants. Donc ça, par exemple, c'est l'association d'étudiants blockchain de ITU, d'Istanbul, qui se mettent ensemble pour représenter un groupe de voteurs et de délégués sur Starknet. Il y a aussi celui de Berkeley, je crois, qui on a délégué. C'est assez divers. Il y a Penn qui vient de lancer sa proposition il y a quelques heures sur le forum. En gros, même là, normalement. Ouais. Pas encore, c'est sur le forum, je crois.
Ah, Fluide, c'est bizarre ça. Ouais, ça a été posté très récemment, il me semble. Ok. Ouais. Mais donc voilà. Mais je pense qu'il faut aussi bien insister sur ce point-là. La... Le rôle de délégué n'est pas rétribué Oui, euh, sur Starknet. Voilà, c'est quelque chose qu'on fait bénévolement parce qu'on a envie d'avoir son mot à dire sur les changements du réseau. On pense pouvoir voilà, voter dans le bon intérêt du réseau, etc., etc. mhm, Mais ce n'est pas un rôle qui est rétribué. exactement. Ouais. Et ça ne Voilà, demande pas non plus une éligibilité à une potentielle airdrop ou autre. pas vraiment. En fait, ça ajoute juste quelque chose à votre curriculum. Et si vous faites un bon rôle de délégué et que vous apportez, par exemple, de bonnes justifications à vos positions, que vous faites ça régulièrement, ça vous fait toujours quelque chose pour votre track record et peut-être que ça vous ouvrira peut-être, j'en sais rien moi, des opportunités pour un emploi ou pour devenir, pour avoir un rôle lié à de la gouvernance dans tel ou tel protocole ou d'autres choses cool comme ça. Mais il n'y a pas de paiement pour parce que l'on Mhm. vote ou les jetons que l'on a n'offrent pas de staking rewards ou autre, malheureusement. Euh, je me permets, il y a deux, trois questions que je trouve super intéressantes. J'aimerais bien Ouais, en tacler quelques-unes. ouais, Il y a une question sur les dApps en testnet qu'on trouve innovantes. Je pense qu'il y a des verticales qui sont particulièrement innovantes sur Starknet, notamment le gaming. Et Sylve, tu pourras en dire plus avec l'initiative Dojo. En autre verticale, il y a la verticale un peu de l'IA, machine learning, etc. Tout ce qui va nécessiter des gros calculs, comme un petit peu, tu le disais tout à l'heure, Sylve. Donc, je vous invite à aller sur Starknet Ecosystem, la page dans laquelle vous pouvez trier les dApps par catégorie, etc. Il y a des choses cool un petit peu qui sortent du lot, un petit peu out of the box. Donc ça, je vous invite à regarder. Il y avait une autre question sur est-ce que Starknet prendra un jour le virus JK EVM? Non, pas Starknet, mais par contre, comme tout à l'heure on l'a dit, des initiatives qui vont se construire par-dessus Starknet qui pourraient apporter de la compatibilité EVM. Le réseau est permissionless, donc de toute façon on ne peut pas l'empêcher et on n'a aucun problème à l'accepter. Par exemple, Kakarot, etc. Il y a pas du tout de souci. Mais Starknet, non, n'a pas vocation, en tout cas, à devenir une ZK-VM. C'est clairement pas du tout la vision initiale. La vision initiale, c'était de se dire on va faire le système le plus optimisé possible pour un validity roll-up. Donc l'idée, c'est de s'y tenir maintenant et d'aller jusqu'au bout de cette vision. Ça rejoint une question sur les avantages concurrentiels de Starknet comparé aux autres L2. Eh ben, paradoxalement, ce qui fait une potentielle faiblesse de Starknet, à savoir ne pas être VM compatible, c'est aussi ce qui fait sa plus grande force, parce que ça veut aussi dire qu'il n'est pas limité par le VM et qu'on va pouvoir justement explorer des cas d'utilisation qui sont pas possibles de faire sur les autres VM, parce que on design un système le plus optimisé possible pour faire un validity rollup et remplir des fonctions de scalabilité. Donc toutes les verticales qui vont nécessiter beaucoup de calculs, notamment le gaming, ce genre de choses, bah clairement Starknet ça fait un énorme avantage concurrentiel. Le gros avantage concurrentiel, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, c'est de se reposer sur un système qui est battle testé en production depuis plus de 2 ans, qui marche vraiment, qui est pas sur le papier ou qui est pas des promesses. Starkex, ça tourne en production avec des clients. Starkex, vous le savez sans doute pas, mais c'est régulier qu'il fait plus de transactions qu'Ethereum lui-même. Il fait plus de transactions que tous les autres L2 réunis. C'est des facts. Là, on parle de faits. C'est vraiment juste des choses mesurables, objectives. Donc, l'avantage concurrentiel, c'est de se reposer sur un système qui marche. Vraiment, je dirais. En gros, Voilà. Starkex, c'est une sorte de solution software as a service de compression à la demande. C'est un roll-up permissionné qui ne fait que certains types de transactions que vous pouvez utiliser pour votre logique de business. Vous faites un exchange, vous faites des options, j'en sais rien, vous faites un réseau social. Et Starknet va s'occuper de gérer cet énorme flux de transactions que vous avez et vous générer des preuves de validité de tous ces événements-là et les poster sur Ethereum Mainnet pour que vous ayez en fait pour votre business des garanties de sécurité, de crédibilité dignes de celles d'Ethereum. En gros, c'est vous portez votre business, mais vous avez la sécurité d'Ethereum car les preuves générées par Starkex sont vérifiées sur Ethereum Mainnet. Donc c'est un business limité. On ne vous ouvre pas un Starkex comme ça. Vous devez bien entendu contacter voilà, Starkex. Il y a quelques ajustements, voilà, quelques paramètres spécifiques à ajuster pour vous. Et il faut que votre business soit compatible avec Starkex. Comme je le disais initialement, c'est des formats de transactions précis qui sont prouvés.
Si je me trompe pas, c'est pas comme Starknet, où là, c'est general purpose, on peut faire tout et n'importe quoi avec Cairo, et hop, on génère des preuves à partir de ça. Par exemple, les options ou autres, c'était pas possible sur StarkEx jusqu'à février, où ils ont fait une mise à jour qui permettait voilà, d'avoir ce genre de truc sur StarkEx là. Donc c'est juste un truc pour les entreprises. Ouais. Et je voulais préciser parce que quand je dis que ça utilise les mêmes primitives, c'est le cas. C'est-à-dire qu'en fait, il y a ce qu'on appelle Sharp, qui est le Shared Prover, qui est l'infrastructure de preuve en fait qui va s'occuper justement de faire ce qu'on appelle le settlement sur Ethereum, c'est-à-dire générer les preuves, les zero knowledge proof et les envoyer à Ethereum qui va les vérifier. Et ben le Sharp, pour lui, c'est la même chose. Il reçoit des jobs qui viennent de StarkEx et de Starknet, mais pour lui, c'est la même chose, c'est transparent. Donc, quand je dis qu'on réutilise l'infrastructure qui sécurise StarkEx, c'est vraiment le cas. C'est littéralement le cas. Le prover Sharp, c'est ah oui, c'est un jeu de mots. C'est Gaëtan. Je pensais que c'était. Ouais, je pensais elle est pas mal. Le Sharp. Donc Sharp Papini, c'est le co-inventeur de Cairo. Et je croyais que c'était une vraie question. Après, j'ai reconnu le pseudo de Gaëtan. Du coup, elle est pas mal. Donc ouais, l'infrastructure de preuve, c'est la même pour StarkEx et Starknet. Donc on réutilise vraiment quelque chose qui est testé en production. Ouais. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Je voulais revenir sur le virage de la ZKVM. Ce qui est marrant, c'est comment Kakarot est arrivé. En gros, c'est juste Abdel qui s'est fait taunter par ce bon vieux Marc sur les réseaux sociaux parce que Polygon avait pour projet de faire une ZKVM qui était plus, comme on dit, market fit et que Starknet allait juste rester dans son coin avec son langage un peu difficile à appréhender. Et en gros, je pense qu'Abdel a pété un câble et il a dit bon, je vais faire une ZKVM, c'est parti, les gars, opcode par opcode, je vais en construire une. Et je pense en plus, tu étais chez Starkware déjà, en gros, tu es juste parti en live complet. Tu as fait le. Ça a grandement contribué, on va dire. On se posait la question, on avait l'idée et ça m'a achevé de me dire ok, t'es sûr? Et ben vas-y, on va le faire. Et on l'a fait. Et ce qui est beau, justement, ça aussi relève la philosophie que j'aime chez Starkware. C'est que j'ai initialisé le truc, on en a fait même avec des initiatives communes avec OnlyDust, etc. Et après, là, c'est la communauté qui est en train de prendre le lead là-dessus complètement. C'est-à-dire, il y a Clément et Elias qui prennent le lead sur Kakarot, qui vont en créer une vraie entité, qui sont en train de voir pour faire une levée de fonds, pour en faire un vrai projet, etc. Et ça, j'aime beaucoup cette mentalité. Il y a une question que je trouve intéressante, c'est quand même spécial comme manière de voir les choses. Être L2 d'Ethereum sans être compatible avec celui-ci, ça revient à être un L1 déguisé en L2. Je ne vois pas les choses du tout comme ça. Au contraire, la mission des L2, c'est de scaler Ethereum. Ethereum et l'EVM, ce n'est pas la même chose du tout. Ethereum, ça va devenir, surtout de plus en plus, c'est que Ethereum va devenir un layer de settlement et c'est pas les utilisateurs qui vont interagir avec Ethereum directement. Oui, c'est ce poste-là, le contrôle C, ce contrôle V. Il se vantait de dire que sur Polygon, c'était bien parce qu'on pouvait faire. Et ça, il disait que c'était Starknet parce que c'était complexe. Bref, moi, je pense que les Layer 2, justement, c'est une excellente opportunité. Ouais, c'est une excellente opportunité d'apporter de l'innovation parce que justement, on va pouvoir tester des execution engines différents de l'EVM. Itérer de manière très rapide, etc. Par exemple, le fait que sur Starknet, on a de la count abstraction nativement dans le protocole. Vous voyez, la count abstraction, ça fait pas mal de bruit avec le IP 4337 sur Ethereum, etc. Même si c'est un pas en avant, c'est loin d'être aussi puissant que la count abstraction native qu'on a sur Starknet. Donc, les L2, c'est une opportunité de ne pas avoir les mêmes contraintes que Ethereum avait à l'époque. Surtout, il faut le dire très clairement, Ethereum, quand il a été conçu, n'a pas du tout été conçu pour être designé, pour être prouvé. Donc, les choix qui ont été faits à l'époque, ils sont pas du tout efficaces dans un monde de zero knowledge proof. Donc, en fait, en enlevant cette franchise, au contraire, on contribue plus à remplir la mission, c'est-à-dire scaler Ethereum. Et c'est le cas, comme je vous ai dit, par exemple, StarkEx, ça arrive régulièrement qu'il fasse plus de transactions que Ethereum lui-même. Et vous ne sentez pas l'impact sur le gaz du L1. C'est ça la mission des L2. Donc non, ne pas être compatible avec l'EVM ne veut pas dire ne pas être aligné avec Ethereum. Au contraire, je pense qu'on peut innover plus et contribuer vraiment à améliorer cette scalabilité. Ce qui va être intéressant à observer, c'est qu'en fait, là, les systèmes ZKEVM, KairoVM, blablabla, arrivent à maturité presque ou en production. Et ce serait bien d'avoir des benchmarks crédibles de tous ces systèmes-là en termes d'efficacité sous différentes situations pour voir si ce choix technique finalement aura eu un vrai impact
sur le potentiel de scalabilité de Starknet parce que, bien entendu, je me base que sur ce que j'ai entendu à Denver. On me disait que ZK Sync, avec leur Type 4 ZK VM, arrivait aussi à avoir des performances similaires. Mais j'ai pas encore vu de vrais articles sérieux avec quelqu'un qui a fait des mesures et peut-être que j'ai loupé. Je n'ai pas vu ce genre de ressources. Donc, ce serait cool d'avoir. C'est cool parce que bientôt, on va pouvoir avoir ce genre de contenu-là, quoi. Ouais. L2Bit va être capable de maintenant donner des trucs un petit peu plus précis. Ça va vraiment être cool. Et c'est là que on va pouvoir avoir plein de potentielles optimisations, que ce soit les Validium, Volition qui arrivera sur Starknet dans pas très longtemps, qui va réduire drastiquement le coût de la donnée. C'est vraiment des trucs cool. Il y a l'équivalent sur ZK Sync, ça s'appelle ZK Porter. Et ça, c'est vraiment génial. C'est un terrain d'expérimentation qui est vraiment super. C'est pour ça qu'en général, même si je débat sur Starknet, je serais définitivement sur une layer 2 parce que ça permet d'innover beaucoup plus. Le réseau L1 va être beaucoup plus stratifié, beaucoup plus ossifié, beaucoup plus stable. Et l'innovation est maintenant part un peu plus aux marges et sur les L2. J'étais un panel sur les cartes abstraction justement, et il y avait l'équipe de 4337 et je les ai un peu trollés en disant, en fait, merci 4337, c'est génial, mais même s'il part en production en L1, ça fera pas une grande différence en fait, parce que tous les utilisateurs seront sur des layers 2. En fait, notamment pour des jeux, vous n'avez pas aussi besoin des mêmes garanties de sécurité que le mainnet d'Ethereum. Et c'est là où partir sur des systèmes comme Volition ou Arbitrum Nova ou ZK Porter ou autres et changer la source de disponibilité des données vous permettra d'avoir des expériences encore plus abordables. Et c'est quelque chose qui colle parfaitement avec les jeux vidéo qui ont besoin à la fois de cette account abstraction dont Sylve parlait, et de transactions peu chères, chose que vous ne pouvez pas avoir sur le mainnet d'Ethereum pour le moment. C'est un excellent point. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a la L1, c'est génial, mais en gros, c'est très binaire comme système. C'est-à-dire, soit vous mettez rien on-chain, soit si vous mettez on-chain, ça vous coûte un bras, mais par contre, c'est de la deluxe décentralisation, deluxe storage, deluxe garantie. Et donc, il n'y a pas vraiment de degré entre ces deux-ci. Pour les NFT, par exemple, soit vous stockez absolument tout on-chain et ça vous coûte un rein et demi, soit vous ne mettez rien on-chain et donc vous n'êtes pas capable d'utiliser ça depuis les contrats. Et là, ce qui est génial avec les Layer 2, c'est qu'on commence à avoir différents degrés. On va pouvoir avoir les app chains pour les jeux, c'est absolument parfait. Par exemple, justement, je crois qu'Abdel, c'était ton projet de hackathon à Starkware, de faire les jeux, en fait, souvent, ont un concept qui s'appelle un tick, c'est-à-dire à un intervalle donné, tout avance d'un cran. C'est-à-dire que voilà, c'est comme le temps, en fait, toutes les secondes, quelque chose avance. Sur L1, il n'y a pas de tick, c'est-à-dire que tout changement d'état doit être déclenché par une transaction. Donc vous pouvez pas avoir un jeu qui roule, en fait. Vous devez forcément avoir quelqu'un qui sponsorise des transactions. C'est pour ça que vous avez des services comme Gelato qui peuvent faire ça. Et donc, avoir justement une app chain qui est prête à relâcher peut-être la décentralisation en faveur d'avoir ce tick, eh ben c'est ça qui est vraiment permis avec les Validity Rollups. En tout cas, précisément la partie app chain. En gros, on peut pas avoir le tick à chaque fois qu'une preuve est générée par défaut sur un jeu qui existe sur un Starknet. Non, là actuellement non, tu n'as pas ça. Mais là, par exemple, dans le cas du hackathon, chaque bloc produit, en fait, on peut pas avoir le contrat du jeu qui fait passer à l'état suivant. Non, c'est forcément déclenché par une user transaction. Mais justement, avec ce qu'on a tenté en hackathon, un jour ça pourra devenir possible sur le vrai Starknet, enfin le Starknet L2, ou comme l'a dit Sylve, sur une app chain Layer 3. C'est ça qui est super intéressant, c'est un vrai terrain d'innovation qui est génial. Il y a une question qui est à propos d'Immutable qui sont passés chez Polygon. Ils sont pas passés chez Polygon, ils ont étendu à Polygon. Voilà, exactement. Ils supportent les deux. Ils voulaient, ce que je peux comprendre, c'est tendre aussi au network effect des jeux EVM, ce qui est pas déconnant, mais non, ils ont pas quitté l'écosystème StarkEx. Et est-ce qu'un jour on pourra imaginer un L1 Ethereum, complètement interdit à la masse et uniquement réservé aux publications des L2? Non, jamais interdit, mais des incentives économiques vont faire qu'il n'y aura plus d'intérêt à utiliser le L1. Exactement, ouais.
Déjà sur StarkEx, aujourd'hui, il y a un mécanisme qui s'appelle le escape hatch. C'est-à-dire que même si vous mettez des fonds sur StarkEx, qui a donc des garanties de sécurité, de décentralisation moins fortes que la L1, vous avez à tout moment en fait la capacité de ressortir tous vos fonds et de les renvoyer sur la L1. Donc je suis d'accord avec Abdel que la L1 sera toujours utilisable à tout le monde. Néanmoins, quand une transaction coûtera un milliardième de centimes sur une layer 2, une layer 3, il y aura plus beaucoup d'intérêt en fait. Les Voilà. transactions, c'est un peu comme voilà, tout le monde dans son 4x4 à Los Angeles où tu prends le bus. Mais le bus c'est quand même souvent moins cher. En gros, vous avez une sorte de rapport de liste maintenue par L2Bit, qui est un public good, en gros un site qui propose des comparaisons, des qualifications des différents bridges et des différents layers 2 que vous avez. Et vous avez ici les mesures disponibles en cas d'échec des validateurs ou de l'infrastructure du protocole. Donc si jamais votre séquenceur il séquence plus, ou votre prouveur il prouve plus, vos fonds bah, ils sont coincés en théorie. Mais est-ce qu'il existe des mécanismes pour que vous puissiez forcer, par exemple, le retour de vos fonds sur Ethereum Mainnet? Quel est le module en fait qui vous permet de sortir de cet isolement? Et donc vous pouvez voir l'état des différents layers 2 vis-à-vis de ce point-là. Par exemple, Et sur d'ailleurs, Optimism, vous êtes coincé. Si jamais, par exemple, Optimism ne produit plus de blocs et ne poste plus rien sur le mainnet, vous pouvez vous retrouver dans une situation voilà, où vos fonds sont coincés. Sûrement que dans leur roadmap, ça va être mis à jour. Mais voilà, vous avez un très bel état des lieux des différents roll-ups, de leur qualité sur différents aspects. Et puis voilà. les fun facts, 5 de ce top 11, c'est StarkEx en fait. Hein. Juste pour le dire très clairement. DYDX, c'est StarkEx. ImmutableX, c'est StarkEx. 8X, c'est StarkEx. Sora, c'est StarkEx. Et RhinoFi, c'est StarkEx. Juste pour que ça soit très clair. Donc, le nombre de solutions de Layer 2 qui utilisent StarkEx est très grand en production. Ouais. Donc, voilà. Voilà un peu le site que je vous recommande. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le chat? Parlons d'Optimism, leur Bedrock, c'est un grand pas en avant ou c'est juste un coup de market? Ils devraient commencer par implémenter les fraud proof avant de s'enflammer dans des... Pardon. Moi, j'ai pas passé de temps sur Bedrock, mais c'est la solution pour les layer 3 on top of Optimism, c'est ça? Non? Ouais, je crois que c'est ça, c'est le truc modulaire qui te permet de faire des... Ouais. Tout le monde va sur Scano, nous aussi on va y aller, hein, clairement, c'est intéressant. Non, je blagouille un petit peu, mais c'est vrai que ça me fait rigoler quand tu n'as pas le truc de base de ton système, à savoir les fraud proof, c'est un peu bizarre. En tout cas, ouais, ils sont bons sur l'aspect modulaire, et c'est vrai que, il y a pas mal de gens qui buildent sur leur stack, hein, y compris Base, la solution layer 2 de Coinbase. Donc, force est de constater qu'ils arrivent à attirer des gens. Bon, ce que j'aime bien chez Optimism, pour être honnête, c'est qu'ils contribuent pas mal au développement de Ethereum au niveau du L1. Donc ça, il faut leur reconnaître. Donc, j'aime bien cette philosophie-là. D'ailleurs, c'est quelque chose que j'essaie qu'on améliore au sein de Starkware. Pardon, excuse-moi. Non, désolé, je t'ai interrompu, mais non, clairement, ils contribuent au financement des biens publics. Là, ils distribuent à peu près 10 millions de jetons hop pour soutenir différents projets qui bénéficient à l'écosystème Ethereum en règle générale. Et après, il s'avère que leur stack est plus forqué que d'habitude ou que celle d'Arbitrum. Ouais. Je crois qu'il y a Coinbase qui a décidé de faire un L2 avec Ethereum comme gas token. Il y a Mantle qui est la même chose, mais par Bybit, qui est un fork d'Optimism pour Bybit, en gros, enfin animé par la BitDAO. Et je crois qu'il doit y avoir pas mal de forks d'Optimism qui sont en cours de préparation. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'ils explorent d'autres designs. Bon, c'est vrai que c'est un peu contre-intuitif, vu qu'il n'y a pas encore les preuves de fraude, de commencer à parler de séquenceurs partagés ou de trustless bridge from L2 to L2, parce que si tu voyages avec un bridge trust minimize d'un L2 vers le mainnet et que tu repasses vers un autre L2, c'est quelque chose de... Mais bref, ils rencontrent pas mal de succès. C'est peut-être lié au fait qu'ils ont lancé avant tout le monde, je sais pas. Mais ouais. Très, très cool.
Ouais, il y a quelqu'un qui dit du coup que je tag tout le monde non-stop. J'espère que pour lui que Starknet va réussir vraiment bien, sinon il y aura un retour de bâton. Écoute, je suis très critique même envers Starknet, les choses qui vont pas, je l'ai dit ouvertement. Nous, au moins, ce que j'aime, et ça je l'ai toujours aimé, c'est avant d'être chez Starkware, j'ai fait l'analyse complète de tous les layers 2 pour savoir sur lequel j'allais builder à l'époque où j'étais chez Onitus. J'ai fait une étude vraiment poussée pendant plusieurs semaines et ma conclusion c'était que Starknet était le plus prometteur, le plus aligné avec ma vision en termes de tech, etc. Et ça, c'était bien avant que je rejoigne Starkware. Donc, tout ça pour dire que je sais avoir l'esprit objectif et critiquer les choses qui vont pas, y compris les choses qui vont pas sur notre système à nous. Et il y en a encore beaucoup qui vont pas et j'y travaille d'arrache-pied pour améliorer. Mais au moins, ce que j'aime chez Starkware, c'est le côté de under-promise, over-deliver. L'inverse de ce qu'on voit beaucoup dans l'écosystème. C'est-à-dire que nous, les preuves, il était inconcevable d'avoir Starknet en mainnet s'il n'y avait pas des validity proof qui est le cœur du système. Moi, je trouve ça complètement délirant que l'optimism n'a pas de fraud proof. C'est juste la base du truc. Donc non, il faut appeler un chat à ça. Je sais pas que je tacle tout le monde. Je dis les choses telles qu'elles sont. Et je reconnais, par exemple, Optimism, j'ai dit c'est une grosse blague qui sont pas trop de proof, mais trucs très bien et qui font mieux que nous, ils contribuent mieux que nous sur le L1 Ethereum. Voilà. Ouais, c'est clairement au moins Starknet ou Starkware aura été un succès pour la science. Ils auront fait avancer le monde des preuves, donc tu auras quand même contribué dans une certaine mesure. Après, mine de rien, bon, mais c'est vrai. Mais même si jamais ça fail, oui, je suis d'accord avec toi, ça aura poussé les frontières les Stark, la mention des Stark, c'est un public good pour l'humanité, je veux dire. Ça changera pour moi les industries au-delà même de la blockchain. Donc, moi, je suis fier d'avoir participé à cette expérience, même quand bien même Starknet serait amené à failer, ce que je ne crois pas du tout, bien sûr. Mais c'est ça. On expérimente des choses, on essaie d'aller dans l'écosystème auquel on croit le plus, qui nous correspond à la fois le plus en termes de tech, de philosophie, etc. Et pour moi, c'est Starknet. Ouais. Et Abdel, essaie de me donner un point positif chez Elrond. Je peux pas faire l'impossible. Là, ça va être compliqué. Ouais. Bah, ce serait bien qu'on me laisse pour une fois le rond tranquille ou multiversique. C'est pas possible. Ah putain. Est-ce que les layers 2 ont tous une place à prendre sur du LT? Alors, je sais pas ce que. Alors, LT, c'est le long terme. Ah ouais, pardon. J'ai l'impression qu'à chaque nouveau layer, une nouvelle tech sort et prend le dessus sur l'ancien. Bah tiens, Steve, qu'est-ce que t'en penses, toi, d'un point de vue extérieur? Enfin, extérieur. À chaque fois qu'un nouveau truc sort, il prend le pas sur l'existence, c'est ça, le point? Ouais. T'as vraiment un effet très, ce qu'on appelle un peu l'effet Lindy, c'est-à-dire les choses qui ont survécu longtemps ont tendance à survivre encore plus longtemps. Donc, effectivement, Solidity, ça marche depuis longtemps, donc il y a de très fortes chances que ça survive longtemps. Le C, par exemple, est un langage de programmation qui a survécu depuis très longtemps et qui survivra encore assez longtemps. Donc t'as toujours un premium à la survie. Donc nécessairement, faut que tu inventes des nouveaux trucs, mais t'arrives à avoir une dialogique un peu absurde où tu as en même temps les trucs qui vont révolutionner le monde sont inventés aujourd'hui et t'as 99% de chances que ça marche pas. Mais les deux choses sont vraies en même temps, en fait. C'est ça qui est assez bizarre. Donc oui, j'arrive pas du tout à suivre avec les trucs qui sortent. Hein. Je suis vraiment, je vois un truc qui sort, je suis là, oh là là, c'est quoi ça? J'arrive pas à comprendre. Donc, en tant que leader, il y a aussi un vrai gain en termes de disponibilité mentale à te dire, ok, je sais que je choisis une techno, je vais builder dessus et tu peux aussi builder une expertise. Sinon, c'est un peu le syndrome du j'avais un prof qui disait ça, c'est le syndrome du restaurant chinois où tu as 60 000 options et tu sais pas quoi choisir. Ou, quand tu débarques ou tu arrives sur Netflix et t'es genre, ah, qu'est-ce que j'ai envie de ne pas regarder aujourd'hui? C'est vrai que c'est. Est-ce qu'à un moment donné, il sera possible de contribuer au réseau sous forme de staking ou autre? Et c'est oui, comment? Alors, en fait, il y a des posts sur le forum par Ilia qui décrivent, qui présentent en fait de potentielles approches pour décentraliser l'infrastructure de Starknet. Et quel mécanisme de théorie des jeux, d'incentivisation on peut mettre en place pour que les détenteurs de jetons, les opérateurs d'infrastructure, y trouvent leur compte. Et donc, on peut avoir une sorte de preview, mais encore avec des pincettes, hein, parce que tout peut changer, de à quoi est-ce que va ressembler le Starknet de demain, une fois que l'infrastructure sera permissionless, décentralisée, et quel va être le rôle d'un éventuel jeton
pour viabiliser cette infrastructure sur le long terme. Et donc, est-ce qu'il va y avoir du stacking ou pas? Donc, tous ces concepts-là sont présentés dans la partie Starknet développement. Il y a une sorte de poulet avec une cigarette ici qui fait des trades où seul Matteo répond. Et puis voilà, qui propose en gros une solution pour décentraliser Starknet en plusieurs chapitres. Utilisez ChatGPT pour comprendre certaines choses dedans, ça sera très utile si vous n'êtes pas un gigabrain comme lui. Et puis voilà, vous demandez des Eli5 sur tout le document et ChatGPT 4 fera le boulot. C'est pas con, j'avais jamais pensé à faire ça sur les posts d'Ilia, parce qu'à chaque fois, je me dis, allez, j'y vais, je prends un litre et demi de café, je pose 2 heures et j'essaie de comprendre ce qu'il a écrit. C'est pas du tout une mauvaise idée. ChatGPT est très fort là-dessus. Il comprend vraiment bien le contexte, ce qui se passe, et il peut vraiment faire des Eli 5 de. Ah, c'est malin. Ouais. C'est pas bête ça. Ouais. On s'est dit sur les community forums, parce qu'on travaille beaucoup avec il y a une agence qui gère un peu le site web et tout ce qui est niveau design, on leur a dit, pour tout ce qui est gouvernance ou autre, ce serait pas mal en fait d'avoir un petit bot Starknet branché sur ChatGPT qui fasse des résumés de pas mal de posts à chaque fois que quelqu'un poste, ça pourrait être marrant. Ouais, c'est vrai qu'un roll-up de tout ce qui a été mis à base de ChatGPT, ça peut être pas mal. Mais il explique super bien tout en fait. Dès qu'il y a un truc que vous comprenez pas, vous lui jetez dedans, vous faites un prompt et hop, vous avez un truc super. En vrai, c'est quand même impressionnant. Ah ouais, que tu fasses peut-être en live montrer des exemples de prompts, parce que pour certains, la façon de faire des prompts, c'est très obscur. Donc peut-être que tu pourrais faire un exemple un jour de justement comment faire un résumé facile d'un truc complexe. Tu vois, je pense que ça peut être intéressant. Voilà. Alors, hop là, ma session expirée, je vais juste me reconnecter. Donc c'est gratuit. Hein, mais on va voir si t'as GPT-4. Ah non, t'as pas GPT-4 du coup. Ok. Si, je l'ai, mais je dois juste me reconnecter. Donc c'est pas gratuit. Oui, GPT-4, ouais, c'est pas gratuit, mais GPT 3.5 qui est déjà très bien. Oui, ça marche très bien. Ouais. Il fait déjà du bon boulot, mais GPT-4 a quand même un niveau est un niveau au-dessus dans la compréhension de ce qui se passe et la formulation des résultats. Donc ici, vous lui dites ce que vous voulez. Donc par exemple, on va chercher le poste d'Ilia et je vais lui dire Tell me what the hell Ilia is trying to say here in layman's terms, et il va vous faire. Ah, tu lui dis ça comme ça, vraiment, genre Eli5 me this, c'est tout, je fais ça. Ah oui, je croyais que t'étais bon en prompt engineering, etc. Mais en fait, non, pas du tout. Ok, excellent. Tu peux pas lui dropper. Ah non, tu peux pas lui dropper l'URL. Tu peux lui mettre le texte. Ça c'est chiant. Ouais. Voilà. Il supporte des milliers de lignes, donc c'est bon, hein, c'est tranquille. Je crois que t'es à 9000 words ou un truc comme ça de limite, donc c'est quand même un peu. Là. Ah ouais. Il a un peu quand même. Alors, ce que j'aime beaucoup faire, c'est lui demander de le faire de une personne qui me l'explique. J'avais tenté de faire ça, c'est j'avais fait explique-moi comment fonctionne un match de foot, mais c'est Didier Deschamps qui me l'explique. Moi, j'ai fait Franck Ribéry et il commençait par genre, il a fini le texte par genre vive l'Allemagne, parce qu'il bossait, parce qu'il était dans l'équipe nationale. Il était au club à Munich, je crois. Alors, il est en train d'expliquer les différents concepts d'une façon beaucoup plus succincte. Et après, ce qui est bien, c'est que dès que vous voulez approfondir sur un sujet, qu'est-ce que c'est que voilà j'en sais rien, slashing equivocators, vous voulez qu'il approfondisse, mais il va être en mesure de proposer des réponses. Par contre, je mets une astérisque ici, il dit parfois des conneries. Et donc là, il faut aller sur Google et caler un bon prompt, chercher le concept, le cap théorème ou autre. Parfois, il sort des salades, mais il vous les présente comme voilà, c'est argent. La vérité absolue, ouais. Ouais, et là, vous dites, mais non, c'est faux. Et il a dit, ah oui, c'est vrai, pardon, c'est faux. Et il te met la vraie réponse, donc il faut tout de même se méfier. Ça le fait beaucoup moins sur le 4, mais je trouve que c'est un outil qui. Par contre, là, c'est étonnant, il a l'impression que Starknet est un game, c'est bizarre. Il n'arrête pas de. Non, en gros, il m'explique comme si un gamin. Il me dit, alors c'est un jeu
où tout le monde doit se mettre d'accord. Donc, Ah, d'accord. tu vois, Ah il dit, oui, the post is saying d'accord. about how to computer system called Starknet work well and fair to everyone using it. It's a bit like a game. Voilà, en gros, tu vois. Ah, ok, d'accord. Je Ok. me demande si c'est d'ailleurs pas l'exemple qu'a utilisé. Enfin, je me rappelle plus si c'est l'exemple qu'a utilisé Iga d'ailleurs dans le post. Mais c'est vraiment dingue de voir des trucs comme ça. Mais vous pouvez vous en servir. Enfin, là, c'est un peu hors sujet du call sur la gouvernance ou autre, mais même pour poster un CV ou un message franchement, il peut vous faire un overall avec. Il peut même tout vous réécrire en langage du XVIIIe siècle. Même inventer un nouveau langage, d'ailleurs. Un épisode de DBZ, ça marche vraiment bien. Ça. Oui, tu l'as écrit, ça, ouais. Ah ouais. Donc moi, en fait, je pense que il y a pas mal de tutos qui sont obsolètes. Hein. Franchement, c'est trop fort ce truc. Et je lui pose des questions. En fait, il se base sur 45 téras de données. Donc, il a un snapshot de l'Internet de 2021, fin 2021. Et il connaît même certains trucs. Vous posez des questions sur Solana, comment ça marche, comment déployer le valide. Il a scanné la docu de plein de trucs, même sur Tendermint ou autre. En fait, il va vous sortir des trucs pas dégueu. Et je pense que ouais, c'est assez fou. Alors, bien entendu, il faut des super ordi pour maintenir ce genre de système. C'est pas, voilà, ça a plein de paramètres et tout. Mais je suis curieux de voir à quoi ça va ressembler dans 5 ans. Et je me demande quand est-ce qu'on aura une IA qui tournera juste sur un téléphone, en fait, qui ne dépendra pas d'un data center ou autre et qui sera intelligente avec très peu d'input et très peu de. Mais ouais, c'est assez impressionnant. C'est assez impressionnant, on va ça. Mais là, il est en train de me Il y le a faire quelqu'un qui en veut anglais. que. Ouais, c'est marrant. Il y a quelqu'un qui demande si tu peux me demander si Avalanche est plus performant qu'Ethereum, juste pour voir. Bah non, si tu compares pas des choux et des carottes, bien sûr que non. Enfin, tout peut être plus performant qu'Ethereum si tu sacrifies les raisons d'être d'Ethereum, à savoir sa décentralisation et sa sécurité. Donc, évidemment que non. Et Avalanche n'est pas du tout plus performant qu'Ethereum. Si tu considères les critères importants de décentralisation et de sécurité. Ce qui est mon cas. Mais si toi tu t'en fous, bah très bien. Tu peux aussi utiliser un monde centralisé qui sera encore plus performant qu'Avalanche. Ah, ChatGPT, pardon. Ok, excuse-moi, je croyais que tu disais à moi. Désolé. Parce que justement, juste avant, tu disais que j'avais eu une réception, et après tu as corrigé avec un autre mot, en voyant la C-Chain down. Donc je croyais que tu continuais là-dessus. Pardon, excuse-moi. Non, je pense qu'il n'aime pas trop prendre de position, mais il dit quand même des trucs, il sort des trucs, des éléments un peu factuels sur certains trucs. Voilà, il va dire ça, c'est pas mal, ça, c'est moins bien, mais il émet toujours des réserves et il se protège. Ah oui. Mais il y avait pas justement des trucs dans le terme de, ouais, pas mal de censure, enfin des trucs vraiment. Ouais, sur les sujets politiques ou autres, il y a des trucs, il sort les mêmes réponses ou il répond pas ou autre. Et il y avait Amy une fois, ça m'a fait rire, il avait demandé fais une blague sur les femmes, il a dit non, je peux pas faire des trucs machin, et après il lui a dit fais une blague sur les hommes, et là il lui a donné une blague directe sur les hommes pour montrer des trucs, c'est un peu. Ouais, c'est assez bon, voilà, c'est intéressant, c'est intéressant. Mais donc ChatGPT, c'est vrai que j'en parle jamais dans les émissions du dimanche ou autre. C'est un bon ami pour mieux comprendre la crypto. Franchement, vous lui donnez la transcription de ce live et il vous en fait un truc. En fait, c'est pas mal ça. Moi, j'avais vu j'écoute pas mal ZK Podcast. Il y a la fondatrice de ce podcast, Anna Rose. Il y a son associé Kobe Gurkhan, donc un cryptographe qui gère voilà, qui co-héberge le podcast. Et elle a écrit un truc sur zkpod.ai, donc qui a été paramétré par Kobe Gurkhan, qui est en gros une sorte de truc qui a appris, qui a lu toutes les transcriptions des épisodes, des 300 épisodes de ZK Podcast. Et ce truc-là va répondre quelque chose dans un anglais très intelligible et bien construit, va répondre à vos questions sur la cryptographie en utilisant la voix d'Anna. Donc, en gros, l'hôte du podcast, Anna Rose, dont la voix a été apprise par ZKPod AI, va vous répondre sur des questions de Moon Math, sur les FFT ou autres, avec la voix d'une femme. C'est un truc de ouf. Donc, par exemple, what are, I don't know, Lagrange interpolation. Tac. C'était une façon pour toi de montrer que tu connais les termes, hein, c'est ça, hein, tu voulais te la péter.
Mais non, parce qu'en fait, j'ai pris le premier terme Je rigole. dans la description, mais le truc est fait pour ça. Si je lui demande c'est quoi un ZK, bon, c'est pas rock'n'roll, mais là, le truc, il connaît vraiment tous les épisodes. Là, par contre, il est pété. Je pense qu'il n'y a plus de token. C'est peut-être pour ça. Il n'y a plus de token. Le truc a été épuisé. Mais je pense qu'elle a laissé un mot de passe pour le déverrouiller. Merde. Ok. Bon. Ça ne marche plus. Bon, never mind. Credits left. Oh, play. I don't know the answer based on the provided context. Oh non. Là, elle est décevante. Mais non, mais bref, la voix est super bien reproduite. Et on peut lui poser pas mal de questions sur tout ce qui s'est passé dans les podcasts. Et donc, c'est assez fou. Ouais, ah bon, oui. Ok, bien noté. Tac. Bon, voilà, hein, je pense qu'on peut wrap up ce premier call. Enfin, ce call d'introduction de Starknet, c'était très cool. Voilà, si vous avez quelque chose à ajouter, n'hésitez pas. Donc, comme d'habitude, je laisserai tous les liens dans la description pour en savoir plus sur la gouvernance, qu'est-ce que cette mise à jour implique. Et puis, sur le re-upload YouTube, n'hésitez pas à laisser vos commentaires en description et on fera au mieux pour y répondre. Voilà, moi, je pense que tout est dit de mon côté. Si vous avez quelque chose à ajouter, n'hésitez pas. Sinon, je vous donne rendez-vous samedi pour un podcast avec Polymer Labs, mais ce ne sera pas sur cette chaîne, ce sera sur Node Guardians pour parler de Bridge. Voilà. Je vous dis à très vite. Exclusivement en anglais, du coup, Node Guardians, c'est ça? Ouais. Mais exclusivement en anglais pour le moment. Voilà. Mais merci à tous. Merci Abdel, merci Sylve.